Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité. Auparavant, je voudrais vous rappeler que mercredi prochain, le 3 juin, nous enregistrons en public à Sciences Po Paris une thématique avec Rémi Knafou sur le tourisme à l'épreuve de sa démesure et que pour vous y inscrire, il vous suffit de faire connaître votre intention en nous écrivant à l'adresse contact.lenouvelespritpublic sans séparation @gmail.com. Je vous recommande cette thématique avec Rémi Knafou, dont le livre est une analyse très remarquable de l'évolution du tourisme, du surtourisme, de l'hypertourisme et de tout ce qui va avec. Comme je vous l'ai dit, donc, nous allons nous intéresser à certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères, avec Mathias Fekl, avocat et ancien ministre de l'Intérieur, avec Nicole Nisotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tant que je rappelle un certain nombre de choses, souvenez-vous que vos contributions nous font vivre, et pour celles et ceux d'entre vous qui ont la chance d'être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, si tant est que ça puisse être de la chance d'être soumis à un impôt, et c'est le moment de le défiscaliser, de l'alléger en nous faisant profiter d'une part de cette contribution. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Comment gagner la guerre culturelle ?» et il est ainsi chapeauté une représentation très précise de la toile d'araignée économico-culturelle complexe tissée par l'extrême droite en France à travers des acteurs identifiés, les milliardaires Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin principalement, et diverses entités plus ou moins neutres en apparence, écoles de journalisme, entreprises de spectacles historiques, myriades d'associations, d'observatoires ou de fondations. Un document qui révèle clairement les connexions politiques entre ces différents acteurs et leur stratégie d'entrisme aux mobiles idéologiques parfois masqués. Mercredi, nous mettrons en ligne le dernier de nos entretiens avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent sur les rapports entre les musiciens et le pouvoir de Jean-Baptiste Lully à Pierre Boulez. Cet entretien est le reflet, la conséquence, le prolongement du livre de Marie-Vonne de Saint-Pulgent, Les musiciens et le pouvoir en France, livre édité par Gallimard, magnifiquement illustré et dans lequel vous retrouvez toute la clarté, toute l'érudition et, si je puis me permettre, toute la malice quelquefois contondante de Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Le prochain enregistrement en public aura lieu dimanche prochain, le 7 juin, à l'École alsacienne. On peut s'y inscrire dès maintenant sur notre site et enfin, toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, d'un compendium, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Commençons par le sujet qui nous a retenu comme premier sujet, celui de l'encyclique du pape. C'est le lundi de Pentecôte que le pape Léon XIV a publié sa première encyclique, Magnificat Humanitas, Magnifique Humanité, un texte de plus de 100 pages dans lequel il développe une réflexion sur la révolution de l'intelligence artificielle et sur ses conséquences sur la dignité humaine. Au Vatican, le pape américain a choisi de présenter lui-même, fait inédit, ce document d'église et il a lancé un appel à encadrer et à réguler les algorithmes. Le Saint-Père y rappelle que la technologie n'est pas en soi un mal, mais qu'elle prend le visage de ceux qui la conçoivent, la financent, la régulent et l'utilisent. Comme l'intelligence artificielle ne peut être considérée comme moralement neutre, il convient de la désarmer pour l'empêcher de dominer l'humain, et le pape rappelle certaines utilisations manifestement inhumaines, comme la manipulation de l'information ou la violation de la vie privée. Il insiste donc sur la nécessité d'un code éthique commun sur l'intelligence artificielle, ainsi que sur le rôle crucial de l'éducation pour apprendre à en maîtriser les risques. Le pape va jusqu'à dénoncer les nouvelles formes d'esclavage nées des besoins d'extraction de ressources nécessaires à l'utilisation de l'intelligence artificielle comme les microprocesseurs.
Sur le plan économique, Magnificat Humanitas s'alarme des transformations profondes du monde du travail. L'encyclique dénonce le risque d'une automatisation de masse qui détruirait des millions d'emplois sans offrir de filet de protection sociale adéquat. Le pape américain s'en prend à l'impact éthique et écologique de l'intelligence artificielle et il réclame des solutions techniques durables. Désarmer l'intelligence artificielle ne signifie toutefois pas renoncer à la technologie, mais l'empêcher de dominer l'humain. Cela passe moins par des choix techniques que par la soumission de l'utilisation des données et des technologies à un contrôle public et par l'affirmation du rôle irremplaçable de la personne. Léon XIV prend également position dans un domaine où l'intelligence artificielle fait peser un autre risque de déshumanisation, celui de la guerre. C'est précisément parce que le monde s'engage dans une spirale mortifère, banalisant une culture violente de la puissance, que l'intelligence artificielle doit, selon le pape, faire l'objet d'une régulation internationale. Le constat du pontife est critique, sombre, sévère. Il demande une pause pour recadrer, s'il est encore temps, la vitesse astronomique de l'intelligence artificielle. 2 images bibliques encadrent le texte, la tour de Babel, symbole d'une technique coupée de Dieu, et la reconstruction de Jérusalem par Néhémie, figure d'un travail patient, ordonné au bien commun. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, alors c'est un texte que moi j'ai trouvé admirable et révolutionnaire. Admirable d'abord par son style. Alors évidemment, je ne l'ai pas lu en latin, j'ai lu dans la traduction française. Vous ne lisez pas en latin ? Non, pas encore. Mais j'y viendrai. Et encore la deuxième déclinaison, il faut qu'elle atteigne les 5. J'ai arrêté le latin en terminale après le bac, j'ai eu tort, mais bon. C'est un texte admirable par son style d'abord. Il y a quelques formules qui sont éminemment pertinentes. Par exemple, il définit l'espace du numérique comme un espace de prédation. C'est vraiment, en un mot, la synthèse de ce qu'on peut reprocher à une intelligence artificielle non maîtrisée. Vous avez cité Desarmélia, mais sur les jeunes, par exemple, qui se font décerveler, il a cette phrase « Il faut leur apprendre à jeûner de l'IA ». Je trouve que là aussi, c'est une formule admirable. Et il y en a plein d'autres. Mais c'est la première raison pour laquelle vraiment j'ai trouvé ce texte important. Deuxième raison, c'est sa pertinence. Ce pape, ou en tout cas la papauté, a émis sa première encyclique sur le sujet le plus révolutionnaire à la fois et le plus inquiétant de ce 21e siècle. Et je trouve qu'il y a de la part de la papauté régulièrement la capacité de comprendre quelles sont les évolutions qui vont marquer non seulement le monde, mais le rapport de l'homme au monde. Et il y en a eu 2 très célèbres récemment, si on peut dire. En 1963, en pleine guerre froide, Jean XXIII écrit Pacem in Terris, qui est une encyclique condamnant la possession, la valorisation et bien sûr l'usage de l'arme nucléaire. Et en 2015, sur l'enjeu environnemental et le réchauffement climatique, le pape François publie l'encyclique Laudato Si, qui est la première prise de position papale pour la protection de la planète. Et donc, on a maintenant cette 3e étape sur l'intelligence artificielle. Et je trouve quand même il faut faire droit à cette sensibilité, je dirais presque géopolitique de la papauté qui arrive parfaitement à cerner les enjeux essentiels. Ensuite, ce texte, il est admirable par son contenu. Vous en avez beaucoup parlé, Philippe. Alors peut-être je ne vais pas reprendre, mais donc je voudrais en revanche insister sur sa valeur révolutionnaire. Je crois que ce texte est aussi révolutionnaire que la technologie qu'il aborde et dont il demande la maîtrise. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le contexte, premièrement, avant la publication de ce texte, les plus grandes sociétés californiennes, Meta, Google et une 3e dont j'ai oublié le nom, se sont rendus à Rome. Meta, Google et Amazon se sont rendus à Rome, ont été reçus par un des directeurs de la communication de la papauté pour essayer de faire leur lobbying et de défendre la façon dont ils percevaient l'IA. Je ne crois pas
que ça a eu un impact sur le pape, mais en revanche, ça prouve que ces milliardaires de la tech savent l'importance politique de ce texte, puisque 70% d'Américains se déclarent chrétiens, et parmi eux, 21% sont catholiques. Donc il y a vraiment un public, un électorat presque pour ces patrons de la tech. Deuxième chose plus intéressante, juste pour la rédaction de ce texte, le pape a consulté le patron d'Anthropic. Le patron d'Anthropic, c'est un Canadien-américain qui a donc créé Claude. Claude est une IA qui se veut raisonnable, qui se veut responsable, et il est totalement en conflit avec Donald Trump et l'administration américaine. Il s'appelle Chris Olah, et lorsque le pape a présenté son texte, sa bulle son encyclique pontificale, il était à côté de Chris Olah. Il lui a donné la parole après. Chris Olah a expliqué quels étaient les 3 dangers pour lui de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les inégalités dans le monde, l'abolition du travail et le fait de décerveler l'humain. Et le pape ensuite lui a serré la main, ce qui, paraît-il, est une exception. Et donc, ce texte a une valeur politique beaucoup plus grande, enfin, en tout cas aussi grande que sa valeur spirituelle. Et c'est effectivement une publicité formidable pour Anthropic, mais c'est aussi pour les milliardaires de la tech une mise en garde importante. Et troisième élément du contexte qui accroît la valeur politique de cette encyclique, c'est qu'il y a une semaine avant, ou quelques jours avant, Steve Bannon, qui était un des premiers conseillers de Donald Trump, en tout cas un des conseillers de Donald Trump dans son premier mandat, a publié une lettre ouverte aux États-Unis, signée par 60 autres membres Manga, dans lequel il explique qu'il y a une lutte maintenant entre l'homme et la machine, et lui, il choisit l'homme. Et donc, au slogan « America First », il propose de remplacer ce slogan par « Human First », exactement dans la ligne papiste. Il faut, je rappelle que Steve Bannon est un catholique, converti catholique, mais très pratiquant. Et donc, il dit qu'il reste MAGA, mais il en appelle au président pour que dans le deuxième partie du mandat, l'État contrôle l'intelligence artificielle et ses avancées. Et je cite le titre de la lettre, c'est très intéressant. Lettre ouverte au président Donald Trump, lettre de la coalition en faveur d'un décret présidentiel visant à rendre obligatoire les tests préalables au déploiement des systèmes d'IA de pointe. Et donc, on voit bien qu'aux États-Unis même, le combat est lancé entre une IA folle, une IA au service de la puissance de quelques-uns et une IA peut-être plus responsable, en tout cas qui se situe du côté du pape, du côté de l'Union européenne. J'ai pensé que Thierry Breton a dû devenir papiste en lisant ce texte, parce que les deux, et je termine là-dessus, les 2 recommandations de cette encyclique sont assez simples. Il faut un contrôle politique des innovations de l'intelligence artificielle. Et deuxièmement, il faut revoir complètement l'éducation des jeunes élèves, des jeunes enfants, pour leur faire, je répète, jeûner de l'IA. Michaëla Wiegel. Oui, juste pour poursuivre ce que Nicole a brillamment exposé, Thierry Breton a accueilli cette encyclique avec l'enthousiasme du protestant qu'il est, et il a montré dans un texte que effectivement ça correspondait exactement à la philosophie du Digital Service Act et tout ce que l'Union européenne a fait, et où il y a une pression très forte. Et je viens à mon interprétation nous sommes face au premier pape américain, ce qui en soi déjà un fait très notable. Et j'ai l'impression il prend à cœur dans sa première encyclique le sujet le plus important, et pas seulement sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur la guerre, parce que c'est un volet qui est très important aussi dans cette encyclique. Alors, j'ai l'impression qu'il s'adresse directement à ce courant néo-catholique, je n'ai pas d'autre mot, qui est très fort dans le mouvement MAGA autour de J.D. Vance, le vice-président, et notamment
aussi autour d'un des manias de l'intelligence artificielle qui est Pétatil, qui est d'ailleurs allé à Rome, au Vatican, prêcher sa parole. Et j'ai trouvé très intéressant et assez, là le mot révolutionnaire, je crois, il est exact, inhabituel en tous les cas, que le pape cite un livre qu'on aurait mis plutôt dans le domaine de la science-fiction, Le Seigneur des Anneaux. Et que, qui sait pertinemment bien que Thiel a nommé un grand nombre de ces entreprises dans l'intelligence artificielle d'après des acteurs, des figures du Seigneur des Anneaux. Et il se met contre une lecture de transhumanisme, en quelque sorte, qu'a Pétatil et tout ce mouvement des grands patrons de la tech qui se sont tous alliés à Trump. C'est-à-dire que l'IA, en quelque sorte, est un outil pour rendre, à part une certaine élite qui programme les algorithmes, rendre la grande masse de la main-d'œuvre en quelque sorte inutile. Et je crois, s'il y a un véritable message au niveau de l'intelligence artificielle du pape, c'est de dire ce n'est pas en soi mauvais, et c'est là où cette comparaison avec la tour de Babel et les murs de Jérusalem est très pertinent, mais il s'agit de l'utiliser pour la bonne cause, c'est-à-dire de mettre l'humain au milieu et Dieu. Et je crois que c'est très intéressant alors qu'il est profondément ancré dans la culture américaine, qu'il utilise cette même culture pour démonter le mouvement qui est encore aujourd'hui assez majoritaire autour de Pétatil. Alors, je trouve quand même qu'il y a un petit oubli ou une négligence, c'est que dans les grands acteurs de l'IA, il n'y a pas seulement, même si les États-Unis sont prédominants, mais il y a aussi la Chine. Et la Chine, où il y a une très faible minorité catholique, d'ailleurs pas très bien traitée, la Chine reste un peu en dehors. Donc, c'est un message qui s'adresse, je dirais, quasi exclusivement à ce qu'on avait d'habitude appelé l'Occident. Et ça, je trouve intéressant parce que on s'est beaucoup questionné quel successeur de François sera Léon. Et j'ai l'impression, avec cette encyclique, il s'en sert quand même beaucoup dans ce monde occidental dominé par le progrès technologique. Matthias Fekl. C'est une encyclique qui s'inscrit clairement dans les grandes encycliques de plus des 100 dernières années, des 150 dernières années. La filiation avec Rerum Novarum me semble évidente. D'ailleurs, elle est présentée 135 ans après cette encyclique de Léon XIII, à l'origine, jour pour jour, à l'origine de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. On peut penser à Laudato Si et à beaucoup d'autres. La filiation me semble assez claire, à la fois avec Léon XIII et avec le pape François, même si de nombreux autres souverains pontifes sont cités, Paul VI, Jean-Paul II et d'autres encore. Moi, je vois deux raisons pour lesquelles c'est un grand texte. Le premier, c'est sa nuance. On n'a pas une condamnation de la technique ou de la technologie en soi. Donc on ne renoue pas avec la grande tradition de l'Inquisition, de la condamnation des plus grands esprits scientifiques de l'époque. Il y a clairement l'affirmation que la technique, la technologie sont positives, ou peuvent être positives en tout cas pour le progrès humain, et qu'elles l'ont été dans l'histoire. Mais la technique est remise à sa juste place, celle d'un outil dont on peut faire de bons usages ou de mauvais usages. Et il est vrai que la révolution de l'IA, qui peut représenter pour les cols blancs ce qui a représenté une partie de la révolution industrielle pour les cols bleus, c'est-à-dire quand même la disparition pure et simple de métiers entiers, méritait un grand texte. La deuxième raison, c'est que est placée au cœur de la réflexion du pape la question du pouvoir et de la démocratie.
et de l'impact de l'IA sur tout ça, et plus généralement d'ailleurs du numérique, puisqu'il est question beaucoup des réseaux sociaux, des algorithmes, et de la manière dont elles déstructurent complètement nos cerveaux, accaparent nos esprits, et font beaucoup de mal, à mon avis, à tout le monde, mais en particulier peuvent faire énormément de tort aux jeunes générations qui y sont directement confrontées. Même si le décervellement, je ne sais pas quelle est la bonne expression, vaut pour toutes les générations, y compris pour nous. Donc cette réflexion sur le pouvoir, de la translation du pouvoir des États et de la puissance publique vers de grands monopoles mondiaux qui peuvent en faire un usage totalement mercantile, voire politique et pervers, puisqu'il y a dans la tech un certain nombre de grands milliardaires qui ont non seulement des projets d'hégémonie économique, mais aussi des projets politiques extrêmement puissants et théorisés. Peter Thiel et d'autres ne se cachent pas et publient qui un manifeste, qui une prise de position, qui sont quand même très loin de l'idéal démocratique. Et cette réflexion sur le pouvoir, sur ce qu'est aujourd'hui la démocratie à l'ère du numérique, me semble extrêmement importante, avec la question de la dignité humaine versus la déshumanisation. Et puis, il y a des pistes d'action, une réflexion sur l'éducation, une réflexion sur ce qu'est la relation humaine à l'ère de l'enfermement algorithmique. Et je pense qu'il sera très intéressant de suivre le débat qui sera déclenché par ce texte dans le monde entier, mais aux États-Unis en particulier, où toute cette technosphère en lien très proche avec le pouvoir actuel aura quand même à se positionner contre le pavé dans la mare que représente l'encyclique. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est un texte assez extraordinaire qui a d'ailleurs eu un succès considérable. Il y a un retentissement qui marque une chose, c'est l'intensité du débat tel que nous le ressentons sur l'intelligence artificielle, l'angoisse évidente que ces développements font naître, et donc il tape vraiment au cœur de la cible dans quelque chose de très important. Moi, ce qui me frappe, c'est la mise en perspective de cette encyclique. Il n'étudie pas une technique, il étudie une technique en référence à des histoires, deux histoires, l'histoire de l'Église, d'une part, l'histoire des doctrines de l'Église, et puis l'histoire du monde. Et je pense que c'est cet effort d'insertion de cette technologie dans un contexte éminemment dangereux, d'ailleurs, qui est intéressant. Alors, sur le plan de l'héritage de l'Église, il prend soin, parce qu'il aborde un sujet très nouveau, il prend soin de montrer la filiation, notamment avec Rerum Novarum, c'est-à-dire l'encyclique de Léon XIII posant le problème de la condition ouvrière, et il est en contrepoint de l'encyclique de son prédécesseur sur l'écologie, et il aborde ce troisième et immense sujet, et donc il a raison de rappeler que l'Église se soucie en profondeur des relations sociales et ne peut pas se limiter à ce qui était un peu la mission dans laquelle voulaient l'enfermer les autorités concordataires au XIXe siècle, depuis Portalis, depuis Napoléon, c'est-à-dire vous vous occupez des âmes, point final, et vous veillez à ce qu'elles votent pour l'empereur. C'est bon. Et là, on voit bien que la dimension politique au sens le plus large, le moins politicien du terme, est présent. Deuxièmement, il analyse ce qui n'est pas la partie la plus originale, mais qui est une partie forte. Il analyse les risques en tant que tels de cette technique. Vous les avez évoqués, notamment le risque de ce mot que nous ne sommes pas arrivés ni les uns ni les autres à prononcer, qui est la décérébration. Bravo. Merci. Des personnes. Et notamment, il a des analyses alors très, très intéressantes sur le danger de la simulation et du mensonge, c'est-à-dire que on fait, alors ça, c'est vraiment une analyse qui relève de l'analyse sur le diable, parce que le diable est celui qui simule, c'est celui qui simule la sainteté, qui simule pour effectivement troubler les gens. Or, la simulation du rapport interpersonnel. J'appartiens à une génération, on a lu Sartre,
Et Sartre, c'était, il n'a jamais d'ailleurs réussi à atteindre le résultat, mais c'était la recherche de l'intersubjectivité authentique. Et alors là, c'est vraiment, il montre que c'est une intersubjectivité totalement biaisée. Et ça, je crois que c'est intéressant de montrer ce risque énorme, intrinsèquement, non seulement le risque, effectivement, de voir ces pauvres garçons ou ces pauvres filles qui sont dispensés de réfléchir, dispensés de se confronter à la réalité épistémologique, qui s'en remettent à des boîtes, mais au-delà de ça, cette fausse relation, ce qui apparaissait déjà dans le fait qu'il avait expliqué à ses prêtres qu'il n'était pas question d'écrire leurs homélies à partir de l'intelligence artificielle. Le troisième niveau, qui est là assez classique, c'est donc les difficultés d'adaptation. Là aussi, on voit, ils sont immenses. C'est pas des problèmes théoriques, mais c'est des problèmes de fond sur le marché de l'emploi. C'est vrai que moi, je suis absolument persuadé que c'est une révolution extrêmement dangereuse et qu'on a tout à fait tort de se fier à cette tradition empirique qui est que chaque technologie a détruit des emplois, mais on a apporté plus à côté. Ça s'est passé comme ça avec la première révolution industrielle, avec la seconde révolution industrielle. Rien ne garantit que ça se passe comme ça à l'avenir et qu'on n'ait pas un gigantesque effondrement du marché du travail avec des problèmes économiques, sociaux et moraux considérable. Ça peut conduire d'ailleurs à une réapparition des thèses marxistes sur la crise tendancielle, parce qu'on aura des producteurs qui feront à bas prix, puisqu'ils auront des machines, des robots et l'intelligence artificielle, et pas d'employés. On aura donc une masse de gens qui seraient sans argent, ce qui d'ailleurs justifierait des phénomènes de transfert financier qui sont exactement au rebours de ce que pensent aujourd'hui les libéraux, qui disent moins d'impôts, etc., plus de travail, moins d'impôts. En réalité, à terme, c'est moins de travail et plus d'impôts. Mais ça, il va pas juste, il analyse pas ça. Enfin, il analyse ça. Avant-dernière chose, je crois qu'il situe surtout cette innovation dans le contexte géopolitique et humain, politique de la planète. Et là, il est objectivement terrifié par ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire la violence, la violence, la démesure et le fractionnement de l'humanité. Là, il montre bien, c'est la langue d'Ésope, et que la langue d'Ésope va être mise en de très très mauvaises mains si on a avec cette génération de responsables politiques planétaires qui sont quand même de Poutine à Xi et à Trump, qui sont éminemment préoccupants. Ça, je crois que... Et là, il y a vraiment quelque chose d'angoissant. Alors, c'est là où on voit d'ailleurs, il a introduit une notion très classique, qui est le fait qu'on ne peut pas abandonner une technique pareille au seul privé. Mais je crois que c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il faut de la régulation, il faut du contrôle public, mais en même temps, quand on voit la façon dont le public, dont l'action politique des États est contrôlée par des prédateurs publics, les noms que j'ai cités, on se dit que la concentration du pouvoir politique et de ce pouvoir-là est aussi un risque absolument énorme de déshumanisation orwellienne. Et enfin, la conclusion qui est très intéressante et qui pose un peu le problème religieux, c'est qu'il s'oppose à une conception illimitée des pouvoirs de l'homme. C'est le refus on sent qu'il n'est pas pour le transgenrisme, il n'est pas pour le transhumanisme, il n'est pas pour cette espèce de démesure. La métaphore Babel d'un côté, c'est-à-dire le développement incontrôlé de quelque chose qui va jusqu'au ciel, et Jérusalem, c'est-à-dire malgré tout l'édification d'une forteresse, d'une fortification d'une frontière. Et là, la question qui est posée, c'est pour les croyants, c'est évident que cette limite, elle est fixée par Dieu. Elle est fixée par l'être humain est dans le plan de Dieu, si je puis dire. Quand on n'est pas croyant, le problème se pose, et où fixer cette limite? Pour juste introduire un peu de sourire, Néhémie, qui est donc la deuxième image qui encadre
l'encyclique. Il y a Babel et il y a Néhémie. Néhémie qui a reconstruit Jérusalem, où est-ce qu'on était allé le chercher? En Perse. Nicole Lisoto. Oui, juste pour compléter, sur la vérité, il en fait effectivement un fondement non seulement de la dignité de la personne, mais de la démocratie. Et ça m'a beaucoup frappé. Il cite Hannah Arendt, expliquant que toute l'œuvre de Hannah Arendt, c'est de montrer qu'à partir du moment où on interprète la vérité, où on manipule la vérité, on est dans un début de totalitarisme. Alors, il ne cite pas évidemment les États-Unis, mais il y a quand même quelque chose là de très profond, cet éloge de la vérité comme base de la démocratie. Deuxièmement, sur le paradoxe qu'a noté Jean-Louis avec raison, sur la fusion aujourd'hui entre le pouvoir politique et le pouvoir de la tech, en gros, aux États-Unis, et donc la question de qui contrôle. Qu'est-ce que c'est que le contrôle public? Il a quand même... Et en Chine aussi. En Chine, même si je crois que Michaela a raison, on n'a pas l'impression qu'il ait la Chine dans sa vision. Un mot là-dessus, ils sont toujours très très prudents au Vatican sur la Chine. Ils veulent défendre les catholiques. Moi, j'avais été très frappé quand j'avais conduit une délégation. On avait vu le secrétaire d'État et c'était tout à fait impressionnant à quel point il était rétracté sur toute mesure audacieuse, de critique audacieuse. Ils ont peur de la Chine, en quelque sorte. Mais en tout cas, ce qu'il a l'air de donner comme solution, c'est un éloge des instances multilatérales. Alors, il ne dit pas il faut que l'ONU invente une gouvernance de l'IA, mais on voit bien qu'il se méfie autant des milliardaires qui possèdent la technologie que des pouvoirs, en particulier le pouvoir américain, qui serait censé contrôler la technologie. C'est pour ça que la lettre de Steve Bannon, entre parenthèses, à Trump, bon, alors c'est intéressant, mais on ne voit pas comment Trump pourrait s'opposer à ces milliardaires de la tech qui le soutiennent. Mais en tout cas, il amorce cette idée que la seule solution doit être une solution globale, donc une gouvernance collective au niveau de l'humanité. Et troisièmement, moi, ce qui m'a frappé beaucoup aussi dans ce texte, c'est la pertinence géopolitique de cet homme, ou en tout cas de son cabinet, parce que, donc, alors, il reprend l'évolution de la papauté sur la guerre, il condamne la guerre, il n'y a pas de guerre juste, ce qui est une évolution dans la pensée. C'est pas ce qu'il dit. Alors, il dit la guerre est juste quand il y a légitime défense. Mais qu'il ne faut pas extrapoler sur la légitime défense et parler de guerre juste, même pour s'opposer à des massacres, etc. Et donc, c'est quand même une condamnation de toutes les théories, entre guillemets, du droit d'ingérence ou du devoir quand même, si, la condamnation papale de la guerre juste, elle est, à mon avis, extrémiste. Il n'y a pas d'autre possibilité que le droit de la légitime défense. Mais à part ça, il a une réflexion sur la guerre qui est étonnamment moderne. Il parle d'une guerre mondiale par morceaux, ce qui est exactement ce à quoi on assiste. Il note l'abaissement du seuil de passage à l'usage de la force et il dénonce tout ce qu'on appelle la guerre hybride, parce que c'est justement une façon d'abaisser. Et il dit, par exemple, on ne déclare plus la guerre aujourd'hui parce que ça permet d'abaisser le seuil de la guerre. Et il dénonce effectivement dans l'IA pas tellement la technologie au service de la guerre, mais le fait que ce soit une technologie qui enseigne la soumission, la résignation et d'une certaine façon la peur. Et il dit ce sentiment de résignation est ce qui convient le plus à l'évolution de la guerre. Donc moi j'ai trouvé que c'était absolument remarquable. Il a cette phrase aussi que j'ai beaucoup aimée: aucun algorithme ne peut rendre la guerre acceptable. Michaela Wiegel. Oui, je pense là il s'adresse directement à Palantir. Oui. D'ailleurs c'est une question qui est posée actuellement dans tous nos pays. Est-ce qu'il faut accepter d'acheter cette technologie, cette IA qui permet effectivement, par exemple, de présélectionner les cibles. On sait très bien que une des lignes de conflit avec Anthropic était justement que les fondateurs se refusaient à cet automatisme. Donc, le fait qu'ils présentent cette encyclique
encyclique à côté du fondateur était en soi déjà une prise de position. Et je sais qu'en Allemagne, par exemple, on a choisi pour notre Office de protection de la Constitution, de prendre une alternative à Palantir, une alternative française d'ailleurs. Mais en France, le ministère de l'Intérieur dit on ne peut pas s'en passer parce que c'est la technologie la plus avancée. Et je pense que sur cette notion, en quelque sorte, que les algorithmes, avec leur présélection des cibles, peuvent choisir les cibles létales. Ça, c'est très important et ça s'adresse directement à la façon comment la guerre en Iran est menée actuellement. Mathias Fekl. Je voudrais revenir sur la question du pouvoir et sur un aspect qu'évoquait Jean-Louis Bourlange, sur la concentration du pouvoir en quelques mains, simplement en citant un bref passage de l'encyclique. Il faut se demander avec réalisme qui détient aujourd'hui ce pouvoir et à quelle fin il l'utilise. Par le passé, c'était surtout les États qui guidaient et orientaient l'innovation. Aujourd'hui, en revanche, les principaux moteurs du développement sont des acteurs privés, souvent transnationaux, dotés de ressources et de capacités d'intervention supérieures à celles de nombreux gouvernements. Le pouvoir technologique prend ainsi un visage inédit, essentiellement privé et donc d'autant plus difficile à cerner, à réguler et à orienter vers le bien commun. Et il me semble que là, il y a des points d'appui, non pas pour dire que le privé n'a pas sa place dans l'innovation, il l'a à l'évidence, mais pour se demander comment la puissance publique a pu laisser, au cours des dernières décennies, filer autant de choses qui la constituent, des prérogatives de souveraineté, que ce soit dans l'espace, que ce soit de plus en plus sur la monnaie, que ce soit sur un certain nombre de services publics essentiels. Et il me semble que s'ouvre là une réflexion qui, dans les années à venir, sera importante sur comment, sur ces sujets essentiels, la puissance publique pourra reconquérir une part de souveraineté, non pas en jugulant l'initiative privée, mais en remettant quand même chacun à sa juste place. Oui, Jean-Louis Bourlange. Je crois que la question est fondamentale. Je pense qu'elle ne s'adresse pas vraiment à nous. Parce que je pense que nous n'avons pas cédé globalement à ces dérives en Europe. Nous avons cédé à ces dérives. Manifestement, les États-Unis cèdent à ces dérives. Et surtout, on a ce grand phénomène chinois qui, là, est totalement, à la fois très menaçant, très puissant, très inconnu. Et effectivement, l'encyclique ne s'adresse pas directement à ça. Moi, je voudrais faire une remarque par rapport à son prédécesseur. Je pense que si cette encyclique nous frappe tellement, c'est parce qu'elle s'adresse à nous Européens et à nous Occidentaux. Ce sont les valeurs dont le pape estime qu'elle doit fonder et encadrer l'utilisation de cette technologie, c'est le multilatéralisme, Nicole l'a rappelé, c'est le respect de l'état de droit, des libertés, la séparation des pouvoirs, de la protection de la personne humaine, et c'est également le pouvoir du peuple. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit contrôlé par des élites financières, scientifiques ou politiques, mais qui appartiennent au peuple. C'est exactement notre message. Et la différence avec le pape précédent, c'est que le pape précédent n'a jamais porté intérêt à ce que représentait l'Europe. L'Europe a été pour lui le symbole d'un monde colonisateur. Il a d'abord analysé la guerre d'Ukraine un peu dans les mêmes termes qu'une grande partie de leaders du tiers-monde. Moi, je me rappelle avoir discuté avec le président du Sénégal à l'époque, qui disait oui, c'est effectivement, vous avez sans doute raison, mais c'est une affaire entre vous. Bon, et c'était en Inde, il disait la même chose, c'est une affaire entre vous. Et donc le pape, l'ancien pape, disait cela. Et on n'a jamais accroché, il faut le reconnaître, nous autres Européens, avec cet ancien pontificat. Et là, on est directement interpellés en exigeant de nous ce que nous avons de meilleur. Alors, je trouve que, on n'aura pas le temps d'aborder le problème de la politique intérieure, mais on cherche un candidat pour la plateforme centrale, il est tout trouvé. Écoutez, on peut peut-être essayer de voir si le pape peut nous envoyer, entre parenthèses quand même. Avec quand même le Premier ministre du Canada, c'est quand même très intéressant, c'est des discours très différents à différents niveaux, mais
très parallèle sur puis, l'idée qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de pays qui ne sont pas forcément les plus puissants, mais qui ne sont pas les plus misérables, qui assument ce grand héritage humaniste, démocratique, respectueux des droits de la personne. Et si on ne le fait pas, nous, personne ne le fera. Il y a Avec aussi en l'Espagne, contrepoint, j'ajouterais l'Espagne, oui. en contrepoint l'Ukraine et la manière dont ce petit pays, dont on n'aurait pas donné cher dans un affrontement avec le géant russe, dont ce petit pays non seulement tient en face du géant russe, mais en plus est en train d'inventer, de sommer le reste de l'Europe, de prêter attention aux valeurs qu'il défend de manière concrète. Et puis, quand même, quelle étonnante institution qui, en 78, va élire un pape venu de ce petit pays de Pologne persécuté, avec une église persécutée par le gouvernement et un pays persécuté par son voisin russe, qui va ensuite élire un pape du tiers-monde qui va mettre le projecteur sur l'immigration et sur les drames de l'immigration, et enfin maintenant un pape américain pour tenir le discours qu'il vient de tenir. Alors, les uns attribuent au Saint-Esprit et les autres attribuent... Les cardinaux, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit tout court, mais les cardinaux sont quand même malins. D'avoir inventé Wojtyła au moment de la rupture de la grande menace soviétique et de la rupture de l'Union soviétique, et d'avoir inventé ce pape-ci au moment où vraiment l'Occident bascule dans un paganisme et une violence absolument dramatique, tragique même. Je crois que là, c'est quand même, les vieux, ils savent faire quelque chose de temps en temps. C'est ce que je me permettais de suggérer, mais je n'aurais pas osé dire que les cardinaux étaient malins. Ni canonisateur. Mais de même, ce que j'appelais la pertinence de ce texte, on voit à quel point la papauté, encore une fois, mais je ne sais pas qui, la papauté a un esprit aigu, acéré. Une conscience acérée des grands enjeux, non pas des grands enjeux mondiaux, mais des grands enjeux qui mettent en relation l'homme et le monde. C'est ça leur point d'ancrage. Et il suffit de... je suis étonnée qu'on n'ait pas du tout employé, je crois, dans cette émission, le terme humanisme, mais c'est exactement ça. C'est le titre de l'encyclopédie. De l'encyclopédie, pardon. L'encyclopédie papale est en vente. C'est pas l'encyclique de Diderot, c'est le nouveau en même temps. Mais c'est quand même un nouvel humanisme du XXIe siècle, et je trouve que ce texte est un message d'espoir qui devrait être beaucoup plus diffusé qu'il ne l'a été. Jean-Louis, vous dites qu'il a eu un retentissement extraordinaire. Moi, je n'ai pas trouvé, dans la presse en tout cas, ou dans les médias que je regarde, j'ai pas eu le sentiment que ça a fait... Il y a eu beaucoup d'encycliques qui ont eu ce retentissement depuis Rerum Novarum. J'ai d'ailleurs étudié assez attentivement le Léon XIII. C'était un pape absolument extraordinaire, lui aussi. Oui, c'est la question que j'allais poser. D'ailleurs, c'était Michaela Vigan. Je voulais reprendre, on a dit que c'est 130 ans jour pour jour que cette encyclique a été publiée. Moi, je pense quand même... 135, je crois. 135. N'ergotons pas et avançons. Oui, pardon. Mais ce que je trouve remarquable, c'est que la théorie sociale de l'Église, elle mettait un peu de l'ordre dans le nouveau monde du travail issu de la révolution industrielle. Là, je trouve, on est beaucoup plus précurseur que donner une lecture sur cette révolution industrielle à l'époque. Et aujourd'hui, je trouve, il avance déjà, il est précurseur. Et je pense qu'il n'est pas faux, Philippe a fait cette comparaison, de dire en quelque sorte, ce pape, il vient au moment aux États-Unis, ce pape américain, où aux États-Unis, se décide un petit peu l'avenir de cette révolution digitale, technologique, comme le pape Jean-Paul II arrivait au moment où, dans le bloc de l'Union soviétique, s'est décidé l'avenir ou la fin plutôt de ce bloc.
Il faut dire vive la papauté à ce moment-là. On est tous complètement... Je me souviens, quand j'ai rencontré Jean Guéguinou, qui était l'ambassadeur de France à Prague, il y a assez longtemps, c'était au moment de la scission entre la Tchéquie et la Slovaquie, je lui avais demandé quel était son rêve d'ambassadeur, ou quelle était l'ambassade dont il rêvait. Il m'avait répondu tout de suite, c'est l'ambassadeur auprès du Vatican. Et je lui avais dit, c'est parce que vous êtes catholique? Il dit, non, je suis catholique pratiquant, mais c'est pas du tout ça qui fait que j'ai envie d'aller au Vatican. C'est que c'est une ambassade, d'abord, c'est un État dans lequel il ne se passe rien, parce qu'il n'y a pas à craindre de crise économique, de pauvreté, d'épidémie, donc on ne s'occupe que de discussions diplomatiques. Et toutes les puissances du monde, ou presque, toutes les nations du monde sont représentées là, et c'est une école de diplomatie qui est extrêmement ancienne et extrêmement affûtée, et en même temps, c'est une continuelle pratique de ce que cette histoire de la diplomatie a appris aux diplomates du Vatican et aux diplomates auprès du Vatican, et c'est donc la raison pour laquelle, qualité de diplomate et non de catholique pratiquant, je désire être ambassadeur auprès du Vatican. Il a été blackboulé dans des conditions ridicules pour recaser un socialiste boiteux. Les socialistes eux-mêmes en étaient honteux, et donc il est resté qu'un an et demi. Ça a été l'occasion d'une manifestation particulièrement, je dirais, vaticanesque. Le pape était furieux que la France ait nommé un autre ambassadeur, donc ils ont fait traîner autant que faire se pouvait l'acceptation de... Et ensuite, pour manifester sa colère, le pape a fait une chose terrible. Et je me demandais quoi. Et la chose terrible, c'est qu'il a fait Jean Guéguinou grand officier de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, qui est ce qu'on peut faire de mieux au Vatican, et qu'il l'a fait savoir partout. Donc la colère du pape pour une forme dont on souhaite que la douceur et le symbolique puissent être repris dans ce bas monde, dans les conflits entre les nations. Nicole Lesotho. Oui, juste un mot pour revenir quand même à la dimension spirituelle de ce texte, parce qu'on a tous parlé de sa dimension géopolitique, politique, mais il y a aussi évidemment cette dimension spirituelle qui, moi, ne m'est pas très familière, mais sauf sur un point, je trouve que l'insistance que met le pape sur la dignité, tout simplement, de l'être humain, que ce soit le travailleur, que ce soit le politique, cette insistance sur la dignité, qui est une chose aujourd'hui qui s'est totalement perdue. Moi, je me souviens quand même, pendant les Gilets jaunes, un des slogans des Gilets jaunes, c'était « Respectez-nous, le respect, la dignité humaine ». Je trouve que c'est très important aujourd'hui que le pape insiste sur ce qui fait la spécificité de l'homme par rapport aux autres vivants. Oui, sur la dignité, je suis d'accord, mais justement, je crois que c'est ça qui rapproche tous les lecteurs. Je ne crois pas qu'il faille opposer la dignité catholique aux autres. Je crois que la dignité de l'homme, c'est vraiment le point commun de tous les humanismes. En revanche, ce qui, je crois, pose un problème intéressant, c'est la notion de limite. Ça, c'est quelque chose qui est présent dans cette affaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui limite le pouvoir de l'homme? Où s'arrête-t-il? Et là, selon lui, c'est très précis, c'est la création divine qui a assigné à l'homme une certaine place dans la création et qui ne doit pas la dépasser. Et là, et on sent bien que toutes ces démesures auxquelles nous assistons actuellement dans l'ensemble de la planète, notamment avec des dictateurs qui veulent vivre 250 ans et des trucs absolument aberrants, tout ce qui touche au transhumanisme, toutes ces limites-là, elles sont fixées pour lui, par son enracinement religieux, et pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est quelque chose à définir. Où ça s'arrête, où ça commence, et là, nous sommes effectivement confrontés à un problème extrêmement précis, qui est posé d'ailleurs par ce nietzschéisme de pacotille que représente M. Thiel, par exemple. Je vous remercie, je vous propose de passer maintenant à la séquence des brèves. Je vais passer mon tour, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, et passer la parole à Mathias Feckel. Je voudrais signaler deux parutions. D'une part, la réédition de L'étrange défaite de Marc Bloch, ce texte magnifique à l'occasion de sa panthéonisation. C'est chez Gallimard avec une préface de Johann Chapoutot et la biographie de Georges Mandel par Hugo Cognez. Georges Mandel, le premier résistant, chez Perrin,
qui, 35 ans après la biographie de référence de Jean-Noël Jeannet, Georges Mandel, l'homme qu'on attendait, vient de nouveau mettre en lumière ce grand serviteur de l'État, à la fois victime de l'antisémitisme tout au long de sa carrière politique, aussi proche de Clémenceau et l'un des esprits les plus lucides de son temps, jusqu'à son lâche assassinat en forêt de Fontainebleau. Michaëla Wiegel. Oui, nous avons parlé d'humanisme. Moi, j'ai vécu un moment particulièrement humain, on peut dire. C'est que pour la première fois, un chef cuisinier a été fait membre de l'Académie des Beaux-Arts, en la personne de Guy Savoy. Et je voudrais recommander à nos auditeurs le formidable discours de Laurent Petit-Gérard, compositeur et secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Et j'en cite juste une petite phrase pour expliquer pourquoi je parlais l'humanisme. Donc, la gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Son but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Et je trouvais que c'était très beau. Et je trouve c'est formidable qu'après tous les autres arts, il y a aussi l'art culinaire qui siège à l'Académie des Beaux-Arts. Qui est reconnu depuis longtemps par le ministère de la Culture, puisque nombre de cuisiniers ont été décorés de l'Ordre des Arts et Lettres, et donc la cuisine fait partie des disciplines ou des activités sur lesquelles règne, avec une certaine modération, D'ailleurs, Roselyne Culture. Bachelot siégeait au premier rang lors de cette cérémonie. Moi, je voudrais vous recommander un lieu formidable qui s'appelle la Maison Caillebotte, qui est dans la ville d'Hyères, non pas près de Toulon, mais à Paris, dans l'Essonne. YE2RES. Oui. Parce que d'une part, c'est une maison absolument magnifique avec un jardin sublime par ces temps de canicule, mais d'autre part, parce qu'il y a actuellement et jusqu'au mois d'octobre une exposition de peinture sur le thème « La nature n'est pas un décor », où il a été demandé à 8 peintres à la fois français et étrangers de peindre la nature en souvenir aussi de Claude Monet. Claude Monet était un grand ami de Caillebotte, il venait souvent dans cette maison, et donc c'est une exposition absolument magnifique, mais je retiens surtout, d'ailleurs elle a été retenue aussi par le dernier numéro de Connaissance des Arts, une jeune peintre qui s'appelle Charlotte de Maupoux, qui fait de très très grands tableaux de prairies, de champs, de blé, avec des couleurs et des lumières absolument extraordinaires, et qui, alors elle a fait les Beaux-Arts, elle a été l'assistante de Castelbajac quand elle était jeune, mais elle a une technique très particulière. Elle habite à la campagne, dans une ferme, et elle peint par terre, dans des grands aplats de couleurs. C'est absolument magnifique. C'est difficile de décrire une émotion qu'on a devant un tableau. Surtout moi, je ne suis pas critique d'art, mais je recommande vivement d'abord Charlotte de Maupoux, ensuite cette exposition, ensuite ces jardins qui sont un lieu, une maison formidable. Jean-Louis Bourlange. Oui, je suis plongé actuellement dans des travaux qui portent sur l'entre-deux-guerres, le développement et la guerre froide. Et j'ai été amené à lire un livre que je n'avais pas lu. Ça existe ? Oui, il y a beaucoup de livres que je n'ai pas lus. Un livre d'histoire qui est le bouquin assez particulier d'Alfred Fabrolus, Comment naquit la guerre de 14, qui est préfacé par Georges-Henri Soutou. Alors, c'est un livre très intéressant qui est paru vraiment, qui est totalement à contre-emploi par rapport à l'histoire française, qui mettait en cause très profondément les responsabilités, notamment surtout celles des Russes, dans le déclenchement de la guerre, accessoirement et de façon moins convaincante celle de Poincaré, mais qui critique après. Alors on voit il introduit sur la guerre de 14 quelque chose de tout à fait intéressant, c'est le relativisme. C'est-à-dire qu'en réalité, la responsabilité fondamentale de la guerre, ce sont les Russes, et il ne dit pas, moi je le pense, les Allemands. Et la responsabilité limitée, c'est celle des Anglais et des Français.
Alors que la thèse aujourd'hui, c'est celle des somnambules, c'est-à-dire ils marchent tous à la guerre. Lui n'est pas du tout il est sur cette ligne des somnambules avec une responsabilité très profonde des Russes qui, je crois, est indiscutable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, en 1924, il fait une analyse extrêmement critique de la politique d'occupation de la Ruhr de Poincaré, et il montre bien donc qu'en réalité, la France n'a pas su exploiter intelligemment sa victoire, qu'il fallait effectivement créer, notamment les Allemands avaient mal réagi et étaient mauvais payeurs, mais au moment où Stresemann est arrivé, a renoncé à la grève civile, il y avait une très grande ouverture à faire sur l'Allemagne qu'on n'a pas fait. Au contraire, il a essayé d'exploiter, de sortir la Rhénanie de l'Allemagne, en réalité, ce qui était tout à fait injustifié. Et là où il se trompe, c'est à Munich. C'est que son goût, un peu comme dans les Vestiges du jour, ça le conduit à, en fait, considérer que la conférence de Munich est la dernière victoire de la sécurité collective, de l'ex-SDN, enfin bon. Et donc, on voit ces nuances-là qui sont très, très, très intéressantes. Et je pense qu'il faut approfondir encore cette relation historique, parce que nous avons, nous, Français, nos responsabilités. Lui a tort, à mon avis, de souligner, de ne pas voir suffisamment l'influence décisive de l'état-major militaire prussien, et notamment c'est l'idée qui affleure de tout ça, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'ordre européen sans une référence fondamentale et sans un partage des valeurs démocratiques. C'est ça la différence entre les puissances qui ont voulu la guerre et les puissances qui l'ont plutôt subie. C'est la référence à la démocratie. Merci. Et nous n'avons pas su maîtriser cela. Et aujourd'hui encore, nous posons la question de savoir sur quelle base créer une véritable Europe. Ça ne peut pas être sur une autre base que sur celle des valeurs fondamentales qui sont les nôtres en matière démocratique. N'oubliez pas que mercredi, le 3 juin, à Sciences Po, thématique ouverte au public sur le tourisme à l'épreuve de son développement, de son hyper-développement, et donc vous pouvez vous inscrire en nous écrivant contact.lenouvelespritpublic sans séparation @gmail.com. Je remercie Sophie Jacquin pour la préparation de cette émission, Benoît Carré pour la transformation en compte-rendu analytique ou en compendium de notre conversation, Nicolas Tourneau pour sa vigilance sur notre site et Olivier Magloire pour sa vigilance sur nos plateformes. Je remercie Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produit cette émission, Flavien Cagnard qui vient d'enregistrer cette conversation pour le studio d'arrière-boutique, et j'explique maintenant pourquoi j'ai passé mon tour tout à l'heure. C'est parce que compte tenu des conditions de température très exceptionnelles dans laquelle cette émission a été enregistrée, dans laquelle ces jours que nous venons de passer vont, paraît-il, se terminer ce soir, je voudrais vous faire le présent d'une chanson que je qualifierais de circonstance. C'est une chanson de Jacques Grélot, mise en musique par Guy Béard, que avait entre autres chanté Georges Brassens, mais en dehors de ses récitals, et que chantaient beaucoup les frères Jacques. Ça s'appelle « Il fait chaud ». Quand le soleil s'est levé là-bas derrière Pantin, ça n'a été qu'un cri dans le petit matin. Il fait beau. Les oiseaux de Paris filochent en ventre à ciel, aux quatre coins de la ville ont porté la nouvelle. Il fait beau. De la muette à Pigalle, on se l'est répété, une bonne nouvelle, ça vaut le coup d'en parler. Il fait beau, il fait beau. Et tout Paris bientôt fredonne obstinément ce refrain de trois mots monotone et charmant. Il fait beau, tout le monde est content. Puis le soleil joyeux montant un peu plus haut, en fin de matinée, il y a quelque chose de nouveau. Il fait chaud, ça s'aggrave d'heure en heure, bientôt nous étouffons. On a un petit peu d'air quand il passe un avion. Il fait chaud, les femmes sont adorables, comment peuvent-elles ranger dans si peu de tissu, tant de choses à toucher. Il fait chaud, il fait chaud. Partout dans les bistrots, on prépare les grands verres, on a beau être content, on se fait monter de la bière. Il fait chaud, faut jamais s'en faire. Délaissant avant l'heure son torride de bureau, l'ami Gaston chez lui est rentré bien trop tôt.
il fait chaud. Il a trouvé sa femme seule avec un monsieur. À part le drap du dessus, il n'avait rien sur eux. Il fait chaud. Gaston restait sans voix. Sa femme ne disait rien. Alors l'autre type a dit, y a comme ça qu'on est bien. Il fait chaud. Il fait chaud. Vous croyez, dit Gaston? Je peux vous l'affirmer. Gaston s'est dévêtu. Et tout s'est arrangé. Il fait chaud. On peut pas se fâcher. Puis enfin c'est le soir, assis devant leur maison, les concierges déclarent avec satisfaction: il fait bon. Dans le ciel assombri, les hirondelles font en poussant des petits cris une partie de saute moucheron. Il fait bon. Puis le soleil pressé disparaît vers Saint-Cloud. Là le tour du monde à faire, faut qu'il en mette un coup. Il fait doux, il fait doux. Il a pas de temps à perdre s'il veut être revenu demain. On compte sur lui de bonne heure là-bas derrière Pantin. Il fera beau, il fera beau, il fera beau, ça nous plaît.